À la une de l'actualité de ce jour, premier résultat du mini-sommet de chefs d'État à Luanda, le groupe terroriste du M23 a accepté le principe de cessez-le-feu décidé à la rencontre de Luanda. Il l'a dit dans un communiqué publié ce vendredi, le jour même de l'ultimatum. Bientôt, les travaux de construction du barrage de Katende dans le Kasaï seront relancés. Le Premier ministre a réuni les parties prenantes pour analyser la possibilité de redémarrer ce projet. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information qui part de cette information en bref. Le M23 accepte le principe de cessez-le-feu à quelques temps de l'ultimatum donné par les chefs d'État réunis au mini-sommet de Luanda pour la cessation des attaques contre les FARDC et la MONUSCO. Ce groupe armé qui est visiblement coincé par la dynamique diplomatique enclenchée par la République démocratique du Congo a publié un communiqué. Quant à ce, il a demandé par ailleurs une rencontre avec le président Lorenzo et le facilitateur désigné de l'EAC, Kenyatta Uhuru, pour discuter du communiqué de Luanda. Toujours en ce qui concerne la situation sécuritaire qui a été évaluée ce jeudi au cours de la réunion de sécurité présidée par le Premier ministre Sama Lukonde. Plusieurs autorités nationales ont pris part à cette rencontre qui a aussi passé en revue la situation humanitaire sur l'ensemble du territoire national. Suivez les détails dans ce récit. Cette réunion de sécurité présidée par le Premier ministre a vu la participation de plusieurs autorités nationales, notamment les membres du gouvernement, mais aussi les responsables des services de sécurité, de défense et les services d'intelligence. Elle a passé en revue toute la situation sécuritaire du pays, de quoi émaille le problème humanitaire urgent. Vous savez que nous avons des urgences humanitaires importantes sur lesquelles nous devons travailler parce que nous avons plus de 300 compatriotes qui sont dans des conditions extrêmement difficiles. La réunion d'aujourd'hui, il s'est agi donc d'aborder ces questions humanitaires, mais aussi d'écouter le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, qui a pris part au mini-sommet qui s'est tenu hier à Luanda. Vous avez tous suivi les communiqués avec des engagements fermes et un calendrier assorti pour permettre de donner une vue à l'issue de toute cette situation qui est à l'est de la République démocratique du Congo. Et bien évidemment, les chefs de l'armée et de la police ont pu faire le point de la situation sur terrain. Les questions de la sécurité dans le territoire de Kwamout, dans la province de Mai-Ndombe, ont également fait l'objet des discussions au cours de cette réunion. On n'a pas seulement parlé de la situation à l'est, mais on a aussi survolé la question de Kwamout parce qu'il est important que nous puissions avoir un regard sur toutes ces situations. Le maître mot qui a été recommandé ce soir par le Premier ministre, au-delà de tout ce qui a été dit, des engagements qui ont été couchés dans les communiqués sortis d'hier, c'est que nous devons rester vigilants. Il y a des délais qui ont été donnés. Nous allons attendre, voir ce que ça va donner, mais nous allons surtout continuer à travailler pour apporter un appui humanitaire à nos compatriotes qui en ont besoin. Désormais, le Premier ministre, sous instruction du chef de l'État, devra régulièrement tenir des réunions de sécurité pour suivre de près toute la situation sécuritaire en temps réel sur l'ensemble du territoire. Dans le même registre, une certaine opinion montée en RDC pour demander au gouvernement congolais de suspendre sa participation aux activités de l'Organisation internationale de la francophonie. Le VPM Christophe Lutundula a rassuré que cette question n'est pas à l'ordre du jour. Écoutez-le, il était devant les patrons de la presse aux côtés de son collègue de la communication et médias Patrick Mouyaya. Devant la déception, les frustrations de Congolais par rapport à la communauté internationale, en particulier ce qui s'est passé concernant la MONUSCO, je comprends que la tendance est forte de culpabiliser les 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité. Et tout le monde aurait voulu que ces pays-là s'exprimèrent, si vous voulez, je ne sais pas comment on dit. De manière claire et sans ambiguïté. Voilà, merci beaucoup. De manière claire et sans équivoque. Je pense que le retrait de la francophonie n'est pas à l'ordre du jour. Nous sommes, je crois, le premier pays francophone, le plus grand pays francophone. En termes de démographie. Oui, nous avons inscrit, il ne faut pas oublier ça, dans la Constitution, la langue française, comme la langue de l'administration. Tout à fait. Donc au-delà de la conjoncture qui est très difficile, nous ne pouvons pas renoncer à cette vocation qui est de notre appartenance à la francophonie, qui est constitutionnelle. Ce que je peux dire, c'est que nous souhaitons effectivement que la France
joue un rôle important dans la solution de la crise, comme elle a toujours été active. Et nous souhaitons qu'effectivement, cette demande, en fait, ce que vous dites là, c'est la demande politique, diplomatique à la France pour qu'elle soit active. Et je crois qu'il est de l'intérêt des dirigeants de la France de prendre en compte cette demande-là. On va parler de la mobilisation générale pour la patrie appelée par le président de la République Félix Tshisekedi. Ça s'applique aussi au sein des institutions du pays. En prélude du Téléthon qu'il présidera le 5 décembre prochain, le ministre des Affaires sociales Modeste Mutinga a sensibilisé les patrons de la presse et professionnels des médias sur leur rôle dans une campagne de solidarité nationale et de mobilisation pour le pays. Une conférence de presse a été tenue quant à ce sujet. C'est dans le cadre de la campagne de solidarité nationale et de mobilisation pour la patrie initiée par le président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et en prélude au Téléthon prévu pour le 5 décembre prochain au studio Maman Ngebi de la RTNC, lequel sera présidé par le Premier ministre, que Modeste Mutinga Mutushai, ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et solidarité nationale, vient d'animer un point de presse dans la salle des conférences de l'immeuble Kassai à l'intention des patrons de presse et professionnels des médias est réunis pour la circonstance. Le ministre Mutinga s'est ainsi exprimé. Nous appelons tous les hommes de bonne volonté, toutes les personnes physiques et morales qui croient dans notre pays, qui aiment notre pays, qui sont généreux, qui peuvent apporter cette aide destinée aux déplacés internes à Goma, à Bunia, mais aussi dans le Grand Bandundu, où le conflit Teke-Yaka a mis également sur la route beaucoup de Congolais. Et nous avons le devoir moral. Pour ceux qui croient encore en Dieu, nous devons charité et générosité envers ces nombreux parents. Nous comptons énormément sur tout le monde. Il sied de noter que cette campagne de solidarité vise à récolter des fonds destinés à la réhabilitation des écoles, des hôpitaux, ainsi qu'à la construction de 500 000 ménages dans les zones de conflit, notamment au Nord Kivu, à l'Ituri et dans le Grand Bandundu. Les professionnels des médias ont un grand rôle à jouer dans cette campagne de solidarité et de mobilisation pour la patrie. Toujours dans l'optique de soutien au FARDC et à la population victime de l'agression du M23, les entreprises du secteur de transport de la RDC ne sont pas restées en marge de cet élan patriotique. Elles ont répondu présent à l'appel lancé par le ministre de tutelle, Chéribin Okende, ce jeudi à l'espace royal pour soutenir l'armée congolaise. 600 millions de francs congolais ont été mobilisés pour ce faire. Patricia Mabungu pour le reportage avec le commentaire de la rédaction. Ce cadre que les agents et cadres et dirigeants des entreprises et établissements du secteur du transport se sont mobilisés le jeudi 24 novembre au monument de l'unité nationale à la place royale à la Gombe autour du ministre Chéribin Okende qui était accompagné du vice-ministre Marc Ekila pour manifester leur solidarité au FARDC ainsi qu'aux populations déplacées de guerre. Prenant la parole au nom des mandataires, Lambert Mende Omalanga, PCA de LMC, les lignes maritimes congolaises, a réaffirmé le soutien des entreprises sous tutelle du ministère de Transport au FARDC contre l'agression rwandaise sous couvert du M23. Nous sommes ici aussi pour exprimer, même symboliquement, par cette marche, notre solidarité avec les vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo, nos jeunes soldats déployés au front, exprimer notre solidarité avec nos frères et nos sœurs de toutes les entités occupées du territoire de Rutshuru et qui vivent dans la nature, sous la belle étoile, dans leur propre pays, sans moyens de subsistance. Le ministre Chéribin Okende a pour sa part appelé les uns et les autres à l'unité et promet de se rendre à Goma pour remettre les cotisations des entreprises de transport au FARDC et aux populations déplacées. C'est une somme de plus de 600 millions de francs congolais qui ont été récoltés. Nous sommes ici devant vous pour recueillir la contribution des entreprises
et établissements publics du secteur des transports, voies de communication et de désenclavement. Ici, c'est l'élégance et la pertinence du geste qui comptent pour nous, pour beaucoup, et je ne doute pas, connaissant votre sens élevé de patriotisme, que ce geste incarne la philosophie de notre souveraineté, la philosophie de la défense de notre patrie, et soyez rassurés que vos contributions vont arriver à bon port. Le ministre des Transports s'est dit déterminé à accompagner le chef de l'État dans cette bataille de la mobilisation générale pour soutenir les FARDC afin de mettre définitivement hors d'état de nuire l'ennemi pour le rétablissement de la paix en République démocratique du Congo. On va parler d'autre chose dans ce journal à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes, célébrée le 25 novembre de chaque année. La ministre du Genre a lancé la campagne de 16 jours d'activisme pour l'élimination de ces violences. Objectif est l'éveil de conscience en vue d'une prise de décision pour le changement de comportement. C'était en présence de plusieurs activistes des droits des femmes. Patience Loquet qui était là pour le reportage, mais les commentaires est d'Edouard Funda. Hommes, femmes, posons ensemble chaque jour un acte pour éradiquer la violence faite aux femmes et aux filles. Tel est le thème choisi par la République démocratique du Congo pour célébrer la journée internationale pour l'élimination de toute forme de violence faite à l'égard des femmes, qui coïncide en même temps avec le lancement de la campagne de 16 jours d'activisme d'élimination des violences faites aux femmes. Une campagne qui est inscrite dans le cadre de la déclaration de l'élimination des violences à l'égard des femmes à l'Assemblée générale de l'ONU du 20 décembre 1993. Prenant la parole pour lancer cette campagne, la ministre du Genre, qui assure la coordination des activités de cette campagne, se félicite de voir tous les acteurs s'inscrire sur un seul agenda, celui de défendre les droits des femmes. Le gouvernement de la République, à travers le ministère du Genre, Famille et Enfants, entend assurer la coordination des différentes activités des institutions citoyennes et différentes organisations de la société civile, permettra d'évaluer l'avancement des actions en faveur de l'égalité des droits humains et de sensibiliser les communautés pour un plus grand impact sur le développement humain durable. C'est ainsi que le ministère, à travers ma voix, lance un appel solennel pour une synergie d'action des diverses forces concernées et déterminée à mettre fin aux violences faites à la femme et à la jeune fille. Plusieurs défis restent à relever tout au long de cette campagne, notamment l'existence jusqu'à ce jour de certains textes de loi, des positions discriminatoires à l'endroit de la femme et la jeune fille, pour ne citer que cela. Signalons que la RDC a eu des avancées considérables en matière de lutte contre les violences faites aux femmes à travers l'amélioration de son cadre juridique, lequel a été par la loi promulgué et adopté. On va quitter le genre pour parler de l'énergie. Relance du projet de construction de la centrale hydroélectrique sur les chutes de Katende dans le Kasaï. La question est sur la table des dirigeants congolais. À la primature ce jeudi, le Premier ministre Sama Lukonde Kyenge et tous les acteurs impliqués ont analysé les pistes et des solutions pour relancer les travaux. Commentaires et détails avec Dieudonné Boinali. Nous nous sommes réunis autour du Premier ministre suite à une instruction du président de la République, le chef de l'État, qui nous demande, lors de la 77e réunion des conseils des ministres, de relancer au plus vite les travaux de la construction du barrage hydroélectrique de Katende. Donc il a été question ici de bourrer un petit peu sur les obstacles et les pistes de solutions pour la relance effective des travaux du barrage de Katende. Et donc il y a deux aspects. Il y a l'aspect qui concerne le choix du contractant qui doit reprendre les travaux. Vous savez que à l'époque, le barrage était sous la responsabilité d'Angélique International, mais aujourd'hui, suite à une suspension par le gouvernement de l'Inde de ce contractant,
Il s'agit aujourd'hui de décider qui va reprendre ce projet et ce sont ces questions que nous avons débattues autour du Premier ministre. Il y a aussi des questions purement financières par rapport à la ligne de crédit et par rapport au financement du projet. Et ce sont ces questions qui ont été élucidées en compagnie de mon collègue, le ministre des Finances, qui nous accompagne. Aujourd'hui, nous sommes en train de chercher des pistes de solutions, mais aussi terminer l'acheminement du matériel de la centrale qui se trouve en partie à Lubumbashi, dans les installations de la SNCC. Des pistes de solutions ont été données et des actions concrètes vont être entreprises très très rapidement. Vous allez corriger avec moi, il ne s'agissait pas d'un commentaire, mais d'un extrait de l'interview que le ministre a donné à la presse, choisi par Dieudonné Boinali et Fiston Oleko. Les grands Équateurs, les grands Kasaï et les grands Kivu éprouvent d'énormes difficultés pour s'approvisionner en produits pétroliers dont l'essence et le gasoil. Les produits pétroliers coûtent également plus cher à l'est et au centre qu'à l'ouest de la République démocratique du Congo. Pourquoi tentative des réponses avec Dieudonné Boinali. Là, des prix exorbitants, les grands Équateurs, les grands Kasaï et les grands Kivu éprouvent d'énormes difficultés pour s'approvisionner en produits pétroliers dont l'essence et le gasoil. Au-delà des prix exorbitants, les grands Équateurs, les grands Kasaï et les grands Kivu éprouvent d'énormes difficultés pour s'approvisionner en produits pétroliers dont l'essence et le gasoil. Ces grands espaces de la République démocratique du Congo manquent des unités de stockage dignes de ces noms au XXIe siècle. Les manques d'infrastructures pouvant permettre d'acheminer les produits dans toutes les provinces et aussi à la base de cette triste situation. Voilà les raisons qui ont poussé les députés nationaux, membres de la commission permanente sur l'environnement, tourisme, ressources naturelles et développement durable de l'Assemblée nationale, à inviter le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbu, pour de plus amples explications. À l'issue de ces échanges, un député national s'est exprimé. Ce qui m'a intéressé, c'est l'approvisionnement de l'Est. Aujourd'hui, nous sommes en guerre. Vous savez, les ennemis du peuple, c'est d'asphyxier la population. Vous savez, on dépend de ces trois pays de l'Est. Nous nous approvisionnons de la Tanzanie ou le Kenya en passant par l'Ouganda, par le Rwanda. Et si une fois cet approvisionnement est coupé, nous serons asphyxiés. J'ai demandé au ministre de dialoguer, d'échanger avec les opérateurs économiques du Nord Kivu et du Sud Kivu, surtout celles de Beni, Butembo, qui ont tant perdu, leurs camions de temps en temps incendiés, ils n'ont pas de subsides. Et j'ai demandé pourquoi seulement payer le manque à gagner aux multi-internationales. Vous savez, les multi-internationales n'ouvraient pas à l'Est, c'était les indépendants, les opérateurs congolais. Il faut les soutenir. Et je pense que le gouvernement a intérêt aujourd'hui d'ouvrir des dialogues avec ces opérateurs, alléger les taxes, réduire les droits d'entrée pendant un certain temps, pour permettre à ces opérateurs de prendre tous les risques possibles, d'aller au Kenya, et comment aussi on peut s'approvisionner par la Tanzanie, en passant même par Kalundu avec des bateaux, ou par Tanganyika avec des bateaux, et nous réhabiliter les routes, comme Bukavu, Beni. Si on ne le fait pas, nous allons être asphyxiés, les Nord et Sud Kivu sera en difficulté. Parce que vous savez, les produits pétroliers sont des produits stratégiques. Les recommandations des élus nationaux ne sont pas à classer dans les tiroirs. On va parler de l'insécurité dans la province du Haut-Katanga. Un groupe de malfrats arrêté par le commissariat provincial de la police nationale congolaise a été présenté au vice-gouverneur de la province. L'autorité civile provinciale a, pour sa part, encouragé les services de sécurité à œuvrer pour la quiétude des populations. Suivez ce reportage. C'est une belle prise qu'ont réalisé le service de sécurité du Haut-Katanga, conduit par le commissaire provincial de la police, Norbert Ilunga Katambwa. Ils ont réussi à mettre la main et à présenter au vice-gouverneur Jean-Claude Kanfoua Kimimba 2 vagues de bandits armés et des voleurs de câbles électriques de la SNEL. La première vague constituée de 7 groupes avec au total 37 criminels qui opéraient notamment à Lubumbashi et à Kasumbalesa, et c'est dans toutes les communes. Ils sont pour la plupart des repris de la justice, dont Chikuta Mukendi Malaba alias Malabar,
un compagnon du célèbre bandit Améarmé Kabengele, aujourd'hui en fuite. Dans leurs opérations, ils utilisent des armes à feu, de marteaux et autres objets pour casser de vitres de maisons visitées. Certains d'entre eux ont été capturés en possession de leur butin, comme des téléviseurs, ordinateurs, de baffles et autres. La deuxième vague a été composée des voleurs de câbles électriques sectionnés sur le réseau de la SNEL. C'est à Kasumbalesa qu'ils ont été cueillis. Après avoir rendu hommage au service pour leur travail abattu, le numéro 2 du Haut-Katanga, Jean-Claude Scanfoua Kimimba, a émis les vœux de voir la justice se saisir de ces cas afin que la quiétude règne parmi les paisibles citoyens. Pour des chapeaux à tous les services, au commandant de la police ainsi que tous ses collaborateurs pour ce travail qu'ils sont en train d'abattre. Il y a encore d'autres qui sont en train encore de semer la terreur et que nous demandons encore au service de multiplier les efforts pour les déférer encore devant la justice. La justice va faire le travail qu'il faut pour que ces gens-ci puissent comprendre à la fin qu'ils ne doivent plus faire ce qu'ils sont en train de faire. Les recherches se poursuivent pour mettre la main sur d'autres criminels en cabale ou encore non identifiés. On va quitter l'insécurité pour parler du sport, spécialement du football. Les 4 représentants congolais connaîtront leurs adversaires aux interclubs de la CAF le 12 décembre prochain. Cela à l'issue du tirage au sort qui sera effectué au Caire, en Égypte. Blessed Kouzola pour les détails. La Confédération africaine de football, la CAF, va procéder au tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des champions Total Energy le lundi 12 décembre 2022 au Caire, en Égypte. D'après le service de communication de l'instance panafricaine de football, la cérémonie va débuter à 13h, heure locale, et 11h, heure universelle. L'SV Club de Kinshasa est les seuls représentants congolais restés dans cette compétition après l'élimination du TP Mazembe au deuxième tour, puis déversé en Coupe de la Confédération de la CAF. Outre la team vert et noir de Kinshasa, 15 autres équipes sont concernées dans cette cérémonie. Il s'agit de Al Ahly d'Égypte, Al Hilal du Soudan, El Merir du Soudan, Atlético Petroleos d'Angola, Canton Sport du Cameroun, CR Belouiziad d'Algérie, Espérance de Tunis de la Tunisie, Oroya de la Guinée, GS Kabylie de l'Algérie, Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, Raja Casablanca du Maroc, Simba SC de la Tanzanie, Viper RC de l'Ouganda, Wydad Athletic Club du Maroc et Zamalek d'Égypte. Le tirage au sort de la Coupe de la Confédération va se dérouler à 14h, heure locale, et 12h, temps universel. 3 clubs congolais vont prendre part à ces tirages. Il s'agit du tout-puissant Mazembe, du FC Saint-Éloi Lupopo et du Daring Club Motema Pembe. Les 3 représentants de la RDC pourraient tomber dans un même groupe, d'autant plus qu'ils sont dans le chapeau différent. Dans le chapeau 1, l'on retrouve le TP Mazembe de la RDC, Pyramide d'Égypte, ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire et USM Alger d'Algérie. Dans le deuxième chapeau, il y a le Daring Club Motema Pembe, Young Africans de la Tanzanie, AS FAR du Maroc et Monastir de la Tunisie. Dans le troisième chapeau, l'on retrouve le FC Saint-Éloi Lupopo de la RDC, Rivers United du Nigeria, Al Akder de la Libye et l'AS Bamako du Mali. Dans le quatrième et dernier chapeau, on retrouve Marumo Gallants de l'Afrique du Sud, Asko Kara du Togo, Future de l'Égypte et Diable Noir du Congo-Brazzaville. Mesdames et messieurs, vous suivez la grande édition sur Géopolis Télévision. Maintenant, on va parler de l'actualité au-delà de nos frontières. D'après l'étude qu'il a publiée jeudi 24 novembre, le cabinet de conseil en énergie, Wood Mackenzie, estime que la production pétrolière et gazière issue des gisements situés en eau profonde connaîtrait une hausse de 60% d'ici la fin de la décennie. Et selon ces prévisions, les volumes d'hydrocarbures produits à partir de ces réserves devraient atteindre 10,4 millions de barils équivalent pétrole par jour en 2022. Suivez les détails avec Jojo Moulamba.
Le volume d'hydrocarbures produits à partir de gisements en eau profonde devrait atteindre 10,4 millions de barils équivalent pétrole par jour en 2022. Il devrait également dépasser la barre de 17 millions de barils équivalent pétrole à l'horizon 2030 pour à peine 300 000 barils équivalent pétrole en 1990. Cette hausse de 60% soutenue constituerait un apport d'environ 8% à l'ensemble de la production globale du segment amont. Bien que ces perspectives soient en grande partie liées aux activités de diverses compagnies, le rapport souligne que l'essentiel s'est rapporté par une liste de 8 multinationales impliquées dans 22 de 25 projets qui seront exécutés en eau profonde à travers le globe. Parmi ces entreprises, on peut citer l'anglo-néerlandaise Shell, l'américaine ExxonMobil, la française Total Energy ou encore la brésilienne Petrobras qui détient le portefeuille d'actifs en eau profonde le plus important. Toutes devraient connaître de taux de croissance record avec le développement de leurs opérations dans ces zones. Toutefois, l'analyse note que certaines contraintes économiques pourraient ralentir la dynamique. En effet, avec la flambée de cours de l'énergie renforcée par la hausse significative de frais de forage, plusieurs projets enregistreront de retard malgré les efforts des opérateurs pour améliorer leur performance opérationnelle. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Je vous rappelle les titres. Premier résultat du mini-sommet de chefs d'État à Luanda, le groupe terroriste du M23 a accepté enfin le principe de cessez-le-feu décidé à cette rencontre. Il a dit dans un communiqué publié ce vendredi, le jour J même de l'ultimatum. Et puis bientôt les travaux de construction du barrage de Katende dans le Kasaï seront relancés. Le Premier ministre a réuni les parties prenantes pour analyser la possibilité de redémarrer le projet. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin complète de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur le programme des Géopolices congolaises, des Géopolices Télévision.